Donc la suite, c'est la relève. C'est donc Morgan Weiss qui est donc bientôt chef de clinique en dermatologie à l'hôpital Bichat et qui va nous parler de la peau en couleur. Bonjour à toutes et à tous. Je suis honorée et impressionnée de présenter pour la première fois à cette journée, mais je suis aussi très contente de vous partager ces petites recherches que j'ai pu faire sur la peau en couleur. Donc de quoi s'agit-il ? Ici, on ne va pas parler de couleur de peau au sens classique du terme, donc on ne va pas avoir de débat mélanique aujourd'hui, mais on va vraiment parler de couleur de peau de l'arc-en-ciel, donc littéralement les couleurs du spectre. Donc pour ce faire, n'étant pas historienne des couleurs ni de l'art, je me suis beaucoup basée sur les travaux de Michel Pastoureau, qui a énormément travaillé en tant qu'historien sur ce sujet. Donc les couleurs, on les côtoie évidemment au quotidien, elles sont chargées de beaucoup de choses et notamment elles ont évolué avec l'histoire et avec la société. Elles sont chargées, elles véhiculent des codes, des tabous, des préjugés et elles sont aussi le reflet de nos ambivalences en tant qu'être humain. Parce que vous allez voir, on va en parler rapidement à chaque fois, chaque couleur a un peu son pendant positif et négatif. Donc l'idée de ce topo est de faire une sorte de nuancier culturel de la peau en couleurs. On va vraiment s'axer sur les représentations, je dirais, de la pop culture et audiovisuelle, et en se basant également sur tout ce qui est occidental, plutôt la culture occidentale, puisque selon les cultures, et notamment les cultures orientales, les couleurs n'ont pas exactement les mêmes significations. Donc on va rester sur ce plan-là. Pour commencer, quelle meilleure couleur pour parler de couleur que le rouge finalement ? Le rouge, c'est un peu la couleur par excellence. C'est effectivement une des couleurs primaire la plus visible et elle a eu un gros succès en Europe et en Occident de manière générale, notamment du fait qu'elle a été rapidement maîtrisée. En effet, dès la période paléolithique, si vous allez dans les grottes, vous voyez les couleurs ocre qui sont déjà au niveau des murs et de plus, au fur et à mesure du développement des colorants, on a eu des colorations encore plus marquées, notamment le rouge Kochny qui donnait des rouges assez incroyables. Donc assez rapidement, cette couleur rouge a été attribuée au pouvoir, notamment dès l'Antiquité, c'était la couleur de la guerre, avec la couleur rouge de Mars, et également à la religion, puisque dès le XIIIe, XIVe siècle, le pape avait une couleur rouge, en fait, et jusqu'au XVIIIe siècle, alors là, tenez-vous bien, la robe de la mariée était rouge. Alors ça, grosse surprise, mais en tout cas, c'était une couleur qui est estimée, qui était la fête, la joie, et qui était beaucoup utilisée à ce moment-là. Donc une couleur bien marquée et qui est également associée à la colère et au danger et à tout ce qui est associé à certains éléments et notamment quand on pense au rouge, on pense au feu, on pense au sang. Donc c'est associé à cet aspect-là, donc c'est le danger. Et encore aujourd'hui, dans nos représentations, le rouge, c'est les panneaux de signalisation, le panneau stop, etc. Et c'est aussi l'interdit finalement, dès que c'est interdit, il y a cette couleur rouge qui apparaît. Et bien sûr, le rouge est la couleur de l'amour par excellence. La rose rouge, c'est typiquement la rose associée à l'amour. Et c'est également associé à la passion et au côté charnel, donc le péché de chair, puisque jusqu'à pas si longtemps que ça, finalement, les prostituées devaient porter un petit ruban rouge ou un attribut rouge sur leurs vêtements pour signifier, pour que les choses soient claires, on va dire, dans la rue. Donc voilà ce que véhicule cette couleur. Et dans nos représentations, on a déjà des expressions qu'on connaît tous. Donc, être rouge de colère, se fâcher tout rouge, directement en lien donc, avec la représentation de cette couleur, et un phénomène physiologique naturel qui est la congestion des vaisseaux du visage dès lors qu'on s'énerve. On a également l'expression rouge de honte, qu'on connaît également bien. Ou alors, je ne l'ai pas mis, mais il y a le fameux rouge comme une tomate. Donc, tout ceci étant aussi associé à des phénomènes assez naturels. Dans les représentations un petit peu plus cinématographiques, je vais pas mal parler de ce film, je pense que vous l'avez vu, c'est un Pixar qui s'appelle Vice Versa, qui représente différentes émotions dans l'esprit d'une jeune fille, et notamment la colère, sans grande surprise, a été représentée en rouge, et dès lors que la colère se met en colère, si on peut dire, eh bien il y a ces fameuses flammes qui viennent au-dessus de sa tête. Ensuite, on a une autre représentation donc, qui est Hellboy, qui est un personnage qui est bagarreur à la réplique facile, assez soupolé et impulsif, et qui a cette carnation complètement rouge.
Et on a d'autres personnages, notamment Darth Maul qui est dans l'univers Star Wars, qui est du côté obscur de la Force et dont finalement on ne connaît pas tant de choses que ça. Et Crâne Rouge de l'univers Marvel, qui est également un personnage, comme son visage l'indique, assez en colère et qui a une attaque qui s'appelle la poussière de mort et qui en fait donne une couleur rouge aux ennemis qu'il tue au passage. Et donc très rapidement, on va parler quand même des peaux rouges, qui sont en fait un terme utilisé par le passé pour désigner les Amérindiens aux États-Unis et les Premières Nations au Canada, qui bien sûr actuellement n'est plus utilisé. C'est un terme qui a une connotation raciale, qui en fait, la peau rouge aurait été utilisé par les tribus à ce moment-là, par certaines tribus pour désigner leur carnation, mais c'était quand même pas du tout le plus fréquent. Et ça a surtout été, du coup, quelque chose de terme de plan de l'insulte. Et donc, vous voyez, dans certains dessins animés pas si lointains, Peter Pan, les Indiens sont en rouge. Et maintenant, il y a un petit disclaimer, comme on appelle, au début de ce dessin animé pour ça. Donc nous, après, en dermatologie, si on doit rapporter les choses, effectivement, nous, ce qui est très rouge en dermatologie, en général, c'est quelque chose d'assez énervé. Donc on a les fameuses érythrodermies, et nous, quand c'est rouge, quand c'est vraiment rouge, c'est quand même qu'il y a beaucoup d'inflammation. Donc là-dessus, il y a une petite corrélation, finalement, entre les choses. Orange, maintenant. On va vraiment faire le spectre de l'arc-en-ciel, comme on le voit dans le ciel. Donc le orange... la couleur orangée, en fait, est plutôt récente, n'a pas été définie tout à fait au début de nos civilisations, puisqu'elle est apparue, en fait, au XIVe siècle, dès lors que les premiers orangers étaient importés en Occident. Le orange, concrètement, c'est une couleur qui représente la jeunesse, la vivacité, l'enthousiasme, la vitalité et la créativité. Dans les représentations, en fait, j'ai pas trouvé tant d'éléments, de personnages finalement orange. J'ai quand même trouvé la chose dans les 4 Fantastiques, qui est ce personnage caractérisé par cette peau extrêmement épaissie, orangée. Donc moi j'ai un peu l'impression qu'il a une grosse kératodermie que j'ai bien envie de mettre sous rétinoïde, mais c'est mon avis. Et enfin, on a surtout des fourrures finalement représentées en orange avec du coup certains personnages que vous connaissez probablement, le Chapoté, Garfield et Casimir. Mais ce qui m'a finalement le plus amusé sur le côté orange, c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à ce cher monsieur Donald Trump qui a cette carnation orange. Et effectivement, vous voyez que j'ai fait des recherches très pointues avec des termes mèches vraiment détaillés. Trump orange, et vous voyez qu'il y a quand même 421 millions de résultats quand on tape Trump orange. Voilà, les vrais débats sont posés. Alors pourquoi monsieur Trump a la peau orange ? Vrai débat. Eh bien, en fait, Donald Trump explique que lui, c'est le problème des lampes à économie d'énergie. C'est pas lui, c'est vraiment les lampes qui lui donnent cet aspect-là. Et il dit que oui, mais vous aussi, vous voyez, cette lampe, c'est pas possible. Alors, j'ai trouvé qu'une employée de la Maison-Blanche aurait expliqué qu'il aurait une lampe à UV, il aurait eu une lampe à UV privatisée à la Maison-Blanche qu'il utilisait globalement régulièrement. Voilà. Et autre petite anecdote par rapport au teint orange de Donald Trump, c'est qu'il y a un rappeur américain dont là j'ai oublié le nom parce que je l'écoute pas, mais il aurait déclaré aux Grammy Awards que, parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique anti-immigration de Donald Trump, que c'était le président agent orange. Et agent orange n'est pas sans rappeler l'agent chimique utilisé à la guerre du Vietnam. Nous, en dermatologie, si on peut voir quelque chose d'orange, ce ne sera pas Donald Trump, mais ce sera probablement des pityriasis rubrapilaires, entre autres. Couleur jaune. Couleur jaune. Est-ce que, je vais vous poser quelques questions, est-ce que ça vous évoque certaines choses, la couleur jaune, des personnages ou des représentations, ou des expressions ou autres ? J'entends pas. Ou alors vous avez zéro idée, et à ce moment-là, Les Dalton, c'est l'habillement. Et effectivement, là, sur ce topo, je vais vraiment me focaliser sur la peau, la carnation, même si, effectivement, dans l'habillement, ça aurait fait un topo qui aurait duré 3 heures, je pense. Donc, effectivement, les Dalton ont cette couleur jaune, mais ils ont la peau à peu près normale, on va dire. Les Simpsons, carrément. Les problèmes hépatiques. Il y en a plein d'autres, mais c'est déjà pas mal. Cool. Donc effectivement, on va en reparler de vos exemples. Donc le jaune, c'est globalement une couleur qui en fait est pas très bien aimée, même si elle commence à revenir un petit peu au goût du jour. Elle n'est pas bien aimée pour plusieurs raisons, et notamment il y a une construction médiévale autour du jaune qui a été extrêmement péjorative.
Alors moi, je suis tombée des nues en apprenant tout ça, parce que vraiment, jusqu'alors, le jaune était associé notamment à la couleur de la robe de Judas, au Moyen-Âge. Il y a vraiment eu cette construction autour du jaune comme trahison, tromperie, mensonge. Donc voilà, c'est la robe de Judas, alors que c'est pas du tout mentionné dans les textes évangéliques. Cette idée d'infamie, en fait, en lien avec cette couleur jaune, qui va persister à travers les siècles, et notamment au XIXe siècle, les maris trompés sont caricaturés avec un costume et une cravate jaune. Et encore plus récemment, un briseur de grève était désigné comme étant un jaune. Donc vraiment, là, il n'y a aucun doute, la couleur jaune a vraiment une connotation négative jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et d'autant plus avec la question de l'ostracisme, donc la représentation de l'étranger. Et on pense notamment à la couleur associée aux personnes juives, où finalement les nazis ont puisé dans la symbolique moyenâgeuse du jaune avec cette étoile. Et c'est également une couleur qui est associée à la maladie, bien sûr, au teint ictérique des patients atteints de maladies biliaires. Donc, par contre, c'est vrai qu'actuellement, moi spontanément aussi, mais je pense un peu comme beaucoup de gens, j'associe le jaune à quelque chose de très lumineux, qui attire le regard, qui est une couleur chaude, le soleil, la vie, la chaleur, l'énergie, la joie, la puissance. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc on pense bien sûr à la fameuse expression « rire jaune ». Rire jaune, c'est rire de manière forcée en dissimulant tant bien que mal un mécontentement, un dépit ou une gêne. Alors, quelle est l'origine de cette expression ? Alors là, pour le coup, il y a plusieurs sources, donc je ne peux pas vous dire exactement laquelle, mais on pense que dès 1640, il y aurait eu cette expression de « il rit jaune comme farine », où là, la farine, c'était pas l'aliment, mais c'était quelqu'un de vicieux. Donc on avait déjà, encore une fois, cet aspect de traîtrise du jaune. On a aussi le fait qu'au XVIIIe siècle, chez Saint-Simon notamment, le teint jaune faisait référence aux patients au teint ictérique, qui riaient uniquement sous la douleur et de manière forcée. Et il y a une dernière explication, c'est que le safran, donc qui a de couleur jaune, provoquait des rires incontrôlés. Donc finalement, vous prenez l'explication qui vous convient le mieux, mais probablement qu'il y a eu un petit peu de vrai partout. Les Simpsons, les fameux, bien sûr, les Simpsons qui sont ce dessin animé au succès planétaire. Et en fait, ça a été donc créé par Matt Groening en 1989. Et quand il a voulu colorer ses personnages, il voulait donner une couleur de peau différente qui soit notamment, qui accroche l'œil du téléspectateur au moment où il zappe à la télévision. Donc le jaune, l'avantage, c'est que ça attire l'œil sans être aussi agressif, entre guillemets, que le rouge. Et en plus, il y avait un aspect financier qui est que développer le jaune dans un dessin animé, à l'époque notamment, était moins cher que de faire par exemple du vert ou du orange. Donc finalement, il a opté pour le jaune. Pensons également aux Lego, qui sont les fameuses figurines et les jouets qui sont apparus sur le marché en 1978 avec un succès, encore une fois, planétaire. Et donc, pourquoi la couleur jaune cette fois-ci pour les Lego ? Eh bien, il aurait été préconisé une couleur qui ne permette pas de différenciation raciale, ethnique. Donc, le jaune, finalement, c'est pratique. On peut imaginer finalement la carnation de peau authentique que l'on souhaite. Et probablement aussi un aspect commercial pour le fait que cette couleur coûte moins cher au développement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Lego, le fait qu'il y ait eu des licences notamment, donc Star Wars, Harry Potter, le basketball, ça a fait que la couleur jaune s'est progressivement destituée pour des couleurs de peau plus classiques, plus normales. Donc vous voyez que là, les Lego ont une couleur de peau qu'on connaît. Une anecdote intéressante également, les smileys, les émoticônes. En fait, tous les jours, on utilise des émoticônes à la peau jaune. Alors, d'où est-ce que ça vient, cette coloration ? Eh bien, ça vient ça vient même sûrement de ce monsieur américain qui travaillait dans une compagnie américaine, Harvey Ball, il s'appelle. Et en 1963, on lui a dit « On voudrait quelque chose, une campagne interne pour remonter le moral de nos employés ». Et à ce moment-là, il s'est dit, un petit émoticône jaune qui signifie un peu de gaieté. Et ça a été un succès évidemment énorme, ça a été diffusé, tellement vite diffusé, que ce brave Harvey Ball n'avait pas posé de brevet ni de protection de son smiley, ce qui fait qu'il n'a été rémunéré que $45 par rapport à tout ce qui a été diffusé par la suite. Petite anecdote. Et donc maintenant, voilà, encore nos émoticônes qui gardent cette couleur-là. On a bien sûr le jaune associé à des personnages joyeux dans tout ce qui est dessin animé, cinématographie, série. Donc encore une fois, je vous remontre vice-versa à gauche avec le personnage de Joie qui a cette carnation jaune. Bob l'éponge au milieu qui est un personnage très gai, très rigolo et passablement agaçant, mais qui est cette couleur jaunâtre.
Et on a Pikachu également, qui représente vraiment cette énergie, l'électricité. Bon. Ça, je l'ai vu il y a 5 jours, donc je l'ai pris en photo en me disant que je le garderais pour ce topo. 2 affiches côte à côte dans la rue, avec à gauche un café qui s'appelle Joyeux, avec un gros fond jaune, et à droite, le personnage de Joie, donc encore une fois, de vice-versa. Donc vraiment, actuellement, le jaune, il est associé à une connotation joyeuse, gaie, qu'on connaît. Les mignons, également, cette carnation jaune caractéristique qui, donc vous le savez, ce sont des personnages qui sont dans le film Moi, moche et méchant, paru en 2009. Eux, pareil, sont des personnages extrêmement gais, extrêmement vifs et pleins d'énergie, qui, donc, pour autant, contribuent à l'œuvre du mal de Gru, du coup, qui est le méchant. Donc, on commence à sentir un petit aspect de traîtrise là-dedans. Et le personnage aussi que j'ai trouvé intéressant, je ne connaissais pas, mais c'est dans Sin City. C'est le Yellow Bastard qui, lui, a une couleur jaune également. C'est un personnage qui a des intentions particulièrement mauvaises, hein, puisque j'ai appris qu'il avait enlevé une jeune fille de 11 ans pour la violer et la tuer. Voilà, donc on peut dire qu'il porte la couleur jaune de la traîtrise sans être trop exagéré. Nous, voilà, en dermatologie, en médecine, l'ictère, c'est une évidence. Puis on a d'autres lésions dermatologiques qui sont un peu jaunâtres, mais finalement pas trop de rapport avec la symbolique. On va passer au vert maintenant. Pareil, vous avez des représentations par rapport au vert qui vous viennent en tête? Comment? La nature, ouais, carrément. Donc ça, sans parler de la peau, effectivement, le vert, c'est la nature actuellement. Hulk, bien sûr. Les Martiens, exactement, représenter les petits hommes verts. C'est déjà bien. Des expressions, peut-être? Ouais, carrément. Vert de rage, tout à fait. Puis en anglais, surtout, il y a le green with envy, mais on va y revenir. Donc ça, le vert, il y a beaucoup de choses. Là, pour le coup, il y avait des exemples, mais j'ai dû évidemment rationner. Donc le vert, c'est une couleur qui finalement a été récemment valorisée, avec tout le côté écologie, nature, effectivement, qui actuellement fait que cette couleur, on a un vrai greenwashing assez important. Toutefois, cette couleur, elle n'a pas toujours eu ce succès, et elle a souvent même été la couleur un petit peu crainte, un peu la couleur de la fourberie, pour un côté très intéressant. C'est que c'était une couleur qui était très difficile à stabiliser. Donc elle était facile à produire, puisqu'on avait les végétaux qui pouvaient donner facilement différents verts. Par contre, pour stabiliser les pigments, pour les fixer dans des vêtements, dans des textiles, ça c'était une autre paire de manches. Et même parfois la fabrication des pigments verts était toxique, d'où l'expression du vert poison. Donc concrètement, c'est la symbolique de cette couleur a un peu gardé cet aspect-là dans la production de cette couleur. Donc elle est associée notamment donc, du fait de son instabilité à production, elle est associée à l'instabilité, donc la couleur du hasard, de la chance, du sort, du destin. On remarque que dans les jeux d'argent, les couleurs des casinos, donc des tapis de casino, les cours de jeux de sport aussi, les greens, tout ça, donc ça garde cette couleur verte. On a aussi cet aspect en lien avec la richesse, la fortune ou l'infortune, hein, le côté très changeant d'une fortune qu'on peut avoir. Et les billets-dollars en vert, c'est peut-être pas un hasard non plus. Et c'est associé également à la jalousie, la tromperie et la fourberie dans ce contexte. Donc voilà, le fameux vert de jalousie, hein, qui est, je pense, plus utilisé dans les pays anglo-saxons avec le green with envy. Donc le fait d'être jaloux, d'être envieux du bonheur ou de la réussite, de la fortune de quelqu'un. Voilà. Ah mince, les émoticônes ne sont pas passés, mais en fait j'avais mis un petit émoticône qui tire la langue et des dollars dans les yeux et sur la bouche et sur la langue, avec la langue qui, vous verrez sur votre iPhone, est verte, sans surprise. Alors, ce qui est très rigolo et intéressant, c'est que l'envie chez les méchants Disney, il y a un fil conducteur qui est le vert, justement. Donc là, à gauche, vous voyez Ursula, qui, au moment où elle prend la voix d'Ariel dans La Petite Sirène, est éclairée d'une lumière verte qui donne une carnation verdâtre à sa peau. Et vous remarquerez, quand vous referez peut-être des Disney, que tous les Disney ont une couleur verte à un moment donné. Donc souvent, c'est les yeux, de façon assez discrète, mais parfois, c'est l'environnement, parfois, c'est les accessoires. Donc c'est intéressant, le vert comme quelque chose de l'envie. La couleur vert de rage, hein, donc ça, c'est quelque chose qui est également utilisé. Donc le vert, pourquoi cette expression existe? C'est que le vert, c'est la couleur de la vésicule biliaire. Et déjà à l'époque, pour les Romains, la colère était directement liée à cet organe, à un excès de bile. Donc le mot d'ailleurs colère vient du latin choléra, donc une maladie bilieuse, d'où cette expression. Le fameux Hulk, justement, une bonne transition avec le vert de rage, puisqu'on sait que Hulk, quand il commence à s'énerver, il devient complètement vert.
Et donc, c'est probable. Pourtant, on n'est pas certain qu'il y ait un lien avec cette expression ver de rage. Ce qui est décrit dans l'histoire, c'est que il aurait été donc associé à la radioactivité qui est associée à la couleur verte dans la culture populaire. Et en fait, initialement, Hulk, l'anecdote, c'est qu'il était représenté en gris dans les BD, sauf que ça sortait très mal à l'impression, avec des gris de couleurs, de teneurs différentes, ce qui a finalement donné la place au vert pour des raisons pratiques. Donc parfois, on se fait on se dit que c'est par rapport au symbolisme de la couleur, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, c'est des raisons très pratico-pratiques. Le vert et le dégoût, ça pour le coup, je pense que c'est dû au vert poison, même si j'ai pas réussi à trouver de source pour la raison entre vert et dégoût, cette association. Mais en tout cas, c'est représenté encore une fois dans Vice Versa, avec le personnage qui représente le dégoût. Là, encore une fois, ce sont des émoticônes qui ne sont pas passés, mais vous regarderez sur votre iPhone. L'iPhone qui est sur le point de vomir est complètement vert, bien sûr. Donc c'était ça que je voulais représenter. Shrek, quand même. Le fameux personnage Shrek, qui est associé à la couleur verte, avec, on peut le dire, une hygiène plus que douteuse chez Shrek, qui vit dans un marais. Donc là, pour le coup, encore une fois, la couleur verte associée donc d'une part au fait de ne pas être propre, à la saleté, et au fait que ce soit un personnage mystique. Je vous ai mis des références, si jamais vous voulez le pack de masques à l'argile, je suis le vrai Shrek, ça peut être pas mal. Donc voilà, aussi dans la représentation, cet aspect mystique du vert est représenté avec les lutins, les martiens, les petits hommes verts. On a The Mask, évidemment, un grand classique. Et on a d'autres personnages plus récemment, Gamora dans Marvel, qui prend cette carnation entièrement verte, encore une fois. Nous, en dermatologie, finalement, on retrouve un peu l'aspect du dégoût, parce que quand c'est vert en dermatologie, souvent c'est que c'est infectieux et souvent c'est malodorant. On pense bien sûr à notre cher Piocyanique, Pseudomonas aeruginosa. Le bleu. Alors, est-ce que vous avez des idées de représentation du bleu, des expressions, des personnages ? Il y en a pas mal pour le coup, là. Le Schtroumpf, carrément. Un film quand même assez culte qui a fait un gros carton. Ah, Dune, j'avais pas. Ah ouais, d'accord, ok. J'avais pas, donc bonne... Ouais. Un film Avatar, carrément, les navis qui sont bleus. C'est déjà pas mal. Puis il y a des expressions, avoir une peur bleue ou autre. Donc c'est déjà bien. Et je voulais faire un petit sondage, vu que c'est la couleur préférée des Occidentaux et des Européens, pour qui ici la couleur bleue est la couleur préférée? Ok. ça passe carrément. Ok, donc quand même quelques-uns, effectivement. Donc voilà, pas de doute, c'est une couleur qui est particulièrement adulée en Occident. Faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. La couleur bleue dans l'Antiquité, c'était même pas considéré comme une couleur, et notamment parce qu'elle était difficile à fabriquer. Et elle a été finalement très peu représentée, cette couleur bleue, jusqu'au XIIe, XIIIe siècle. Pourquoi ? Parce qu'au XIIe, XIIIe siècle, le dieu des chrétiens devient un dieu de lumière, et la lumière, à ce moment-là, devient bleu. Et c'est pour ça qu'on commence à représenter des ciels bleus, que la Vierge prend la couleur bleue dans sa robe, et que le roi de France aussi, divinisé, va finir par porter du bleu. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a ce retournement, et ça va être accentué par la Réforme qui considère cette couleur comme une couleur digne et qui va la garder, encore une fois, dans les codes importants à ce moment-là. Donc c'est une couleur qui a eu beaucoup de conformisme, et c'est la consensualité même encore aujourd'hui, puisque c'est la couleur notamment de l'ONU, de l'Europe, de l'UNESCO. Donc c'est une couleur qui vraiment, entre guillemets, ne fait pas de vagues et est consensuelle. Elle représente le calme, la fiabilité, la confiance, mais également la mélancolie et la tristesse. Donc on parle notamment du blues, la couleur, le style musical, et c'est déjà bien. On a donc bien sûr les navis, donc les navis dans Avatar qui sont représentés en bleu, avec, là pour le coup c'est un choix d'élimination de ce que James Cameron explique pour son film, le fait que le vert était déjà pris notamment par Hulk, que le rose marron ça n'aurait pas fait assez extraterrestre, que Bob l'éponge était déjà jaune, donc au final il restait le bleu et le violet, et comme le violet c'était sa couleur préférée, il s'est dit on va la garder pour les scènes un peu mystiques d'Avatar. Donc à ces moments-là il y a du violet. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Avatar, donc j'ai cru les sources que j'ai lues. Les Schtroumpfs, bien sûr, les petits êtres bleus, les fameux, dessinés donc par l'auteur Peyo. Alors pourquoi ils étaient bleus ? Petite anecdote encore une fois. C'est pas Peyo qui a tant décidé de la couleur, c'est sa femme, son épouse,
qui, elle, coloriait les planches de son mari. Et à ce moment-là, cet type dit, bon, quelle couleur pour les schtroumpfs, sachant qu'ils vivent dans les herbes? Le vert, on ne va pas les voir. Le jaune, ils auraient eu l'air malades. Le rouge, ils auraient eu l'air en colère. Bon, allez, bleu. Et c'est resté bleu. Encore une fois, bon, là, je vais vous montrer plutôt des représentations associées à la tristesse, la mélancolie de cette couleur bleue, qui est une couleur froide, hein, bien sûr. Donc la tristesse dans Vice Versa. La chanson I'm Blue, que vous connaissez probablement, hein, par Eiffel65. Et dans le vidéoclip de l'époque, les personnages étaient bleus, tout comme ce qu'indiquent les paroles de la chanson. Une référence que j'aime particulièrement, les noces funèbres, avec le personnage d'Emily et même les morts, hein, de manière générale, dans ce dessin animé, ont cette carnation bleutée. Et Emily est particulièrement triste pour des raisons que le film explique. On parle bien sûr de l'expression « avoir une peur bleue ». Hein, donc ça, pourquoi, depuis quand cette expression existe? Depuis le 19e siècle, puisqu'elle est associée au fait que l'on retient, quand on a très très peur, on retient un peu sa respiration, ce qui entraîne une forme d'arrêt, d'insuffisance d'oxygène dans le sang et un teint bleui des extrémités, notamment du visage. Et pour nous, en dermatologie, c'est vrai que là, pour le coup, la cyanose, en général, c'est pas très bon signe, hein, on n'aime pas trop. Donc ça peut être associé, bien sûr, à une insuffisance respiratoire, mais également à certaines formes d'ischémie critique, donc dans tous les cas, un manque d'oxygène qui, pour nous, est un signe d'alerte. Alors ça, moi j'ai découvert ça aussi, donc ça c'est ce qu'on appelle l'argyrisme, donc je pense que c'est rarissime, mais c'est une pathologie qui est due à un excès d'argent qui va se localiser dans la peau et de façon permanente. Donc à gauche, vous avez un Américain qui s'appelle Paul Carrasson. Il était surnommé le Grand Schtroumpf, puisqu'il aurait été traité pour une infection cutanée avec un produit à base d'argent ou de dérivés colloïdes. Et du coup, il apparaissait régulièrement à la télé avec cette carnation bleutée. Et à droite, c'est c'est ça, c'est Stan Jones, parce que je confonds tous leurs noms américains. Stan Jones, qui était un homme politique du Montana, libertarien, et qui, pareil, était atteint d'argyrisme. Le violet. Donc le violet, pour le coup, c'est une couleur qui a été associée à la royauté et à la religion de longue date, puisque en fait, c'est la couleur liturgique de la pénitence, du carême, et devenue également la couleur des évêques. Le pigment violet, en fait, il est le plus célèbre, c'est ce qu'on appelle le pourpre de Tyr, qui était produit par les Phéniciens à base d'un coquillage. Donc c'était extrêmement difficile à produire, extrêmement rare. Donc tout naturellement, ce qui est rare est cher. Et c'était uniquement porté par les personnes de la noblesse et les rois. Donc ça a gardé cette connotation de luxe, d'élégance, et également de mystère, de mysticisme en lien avec la religion et la spiritualité. Donc, si on parle de peau ou de fourrure violette, on pense notamment au chat du Cheshire, qui a ces très jolies bandes violettes et qui, on peut le dire, dans Alice au Pays des Merveilles, a quand même un aspect très mystique, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Les méchants Disney, vous remarquerez qu'il y a très souvent cette couleur violette qui y apparaît. Donc Ursula a la peau complètement violette, Ursula bien sûr dans La Petite Sirène, Isma dans Cusco qui est également complètement violette, Léon dans le Monstre et compagnie, et on a également les émoticônes qui dans votre smartphone, vous verrez également, les diables sont représentés avec cette couleur violette, donc le côté méchant. Et on a également Thanos dans Les Gardiens de la Galaxie. Et quand on pense violet, on pense également, de notre point de vue de dermatologue, au Kaposi. Et donc, ça a été représenté dans certains films, notamment dans ce qui représente la période SIDA. Donc, Philadelphia, avec cette scène de lésions violacées qui apparaissent au grand écran. Et également, plus récemment, 120 battements par minute. Et nous, en dermatologie, quand c'est violet, globalement, c'est également pas très bon signe du tout. Donc, on pense évidemment aux livets d'eau, aux marbrures, aux purpura fulminans. Donc effectivement, nous en dermatologie aussi, le violet, c'est quelque chose de méchant. Et donc pour terminer notre petit voyage de couleurs, on va terminer en douceur finalement avec le rose. Le rose qui est une couleur assez récemment définie, puisque très longtemps, elle n'a pas eu d'existence à proprement parler. On parlait de carnation pour parler de la couleur chair. Et ce qu'il a réhabilité, c'est finalement la période romantique, où il a été porté à ce moment-là, symbolique de rouge atténué, donc il y avait moins le caractère guerrier, et associé à la féminité, la tendresse, la douceur. Mais également, bien sûr, à la mièvrerie, dans l'aspect plutôt péjoratif, avec l'expression « à l'eau de rose » au XIXe siècle.
Donc quand on pense aux représentations roses, on pense à la panthère rose, qui en fait, l'origine de cette couleur-là est due au fait que la panthère rose désignait le diamant rose qui était l'objet de l'enquête de l'inspecteur Jacques Clouseau. On pense généralement à des personnages attachants, donc ça c'est Bing Bong encore une fois dans Vice Versa, qui a cette carnation rose et cet aspect de barbe à papa. Donc le rose, voilà, ça représente des choses assez tendres dans notre esprit. Et souvent, voilà, ce sont des personnages mignons et attachants. Donc Rondoudou, Kirby, Patrick, Barbe à Papa. Donc, des personnages avec en plus un aspect assez arrondi des contours. Donc c'est quelque chose voilà, qui est censé être doux. Et je dirais même qu'en dermatologie, globalement, quand c'est rose, c'est quelque chose qui est aussi assez doux, entre guillemets. Donc on pense à des choses comme le pityriasis rosé de Gibert, la voie de cicatrisation de certaines plaies, hein, quand ça devient rosé, c'est bon signe, et certaines éruptions maculopapuleuses qu'on connaît. Donc pour conclure, finalement, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'exemples de peau en couleur dans les représentations. Ces représentations cutanées reprennent plus ou moins les symboles associés aux couleurs. Et encore là, j'ai été bien sûr très vite pour vous parler de ces couleurs. On aurait pu y passer beaucoup plus de temps. Mais parfois, ces représentations cutanées dans la culture n'ont parfaitement rien à voir et sont des choses parfaitement triviales et notamment d'ordre commercial et budgétaire. Il n'y a pas de lien évident entre dermatologie, entre couleur de peau et le pathologique en dermatologie que l'on connaît. Mais ce qui est certain, c'est que la peau, tant dans ses pathologies que dans ses représentations, nous en fait voir de toutes les couleurs. Et je vous remercie pour votre attention. Merci pour ce magnifique panorama. Merci beaucoup pour cette très très belle présentation, qui vous a demandé beaucoup de recherche, ça c'est certain. Ah oui. Beaucoup de travail. Je voulais vous demander, dans la couleur orange, ouais. Vous n'avez pas parlé des roux et des rousses. Des quoi, pardon? Des roux. Les gens qui sont roux ou rousses. Ah oui, oui. Alors que les roux et les rousses ont toujours été ça a toujours été extrêmement péjoratif dans l'histoire. Complètement. Hein, c'est la couleur du renard, c'est le trait, c'est Judas. Enfin bon. Donc ça a toujours été très mal vécu. Et dans l'orange, je pense qu'il faudrait l'ajouter. Effectivement, en fait, c'est une excellente remarque, bien sûr. C'est vrai que dans ce topo, j'ai voulu m'axer sur la couleur de la peau et non pas des fanères. Pour des raisons, parce que en fait, sinon j'aurais probablement eu beaucoup plus de choses à dire. Mais effectivement, peut-être je ferai le topo fanère et autres cheveux en couleur, mais effectivement, c'est une très bonne remarque. Merci. Merci beaucoup. Merci Morgane, c'était super. En conclusion, il existe quand même la peau arc-en-ciel. Quand tu te fais un bleu, je crois que tu passes par toutes les couleurs. Donc voilà, une petite suggestion. Mais c'est un abord très intéressant. Chapeau, c'était très 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 bien. Merci. Alors, on a bien compris que tu voulais faire le marbre blanc. Ouais. Ouais. Ah, bah oui, le gris, je l'ai pas fait non plus parce que je voulais vraiment me focaliser sur l'arc-en-ciel. Et en plus, d'ailleurs, c'est pas complètement comme ce que dit Michel Pastoureau dans son livre, qui dit que il y a que en fait 6 couleurs à la base. Il parle du blanc, du noir, du bleu, du rouge, du jaune et du vert. Mais pour lui, le violet, le orange, tout ça sont des couleurs intermédiaires. J'ai pris le choix de faire les couleurs de l'arc-en-ciel, mais effectivement, le gris, le blanc et le noir ont également une large part dans les représentations qui pourront probablement faire l'objet d'un autre topo. D'autres remarques? Merci mille fois. Beaucoup.